En tant que femme, ressentir le désir de devenir mère et apprendre qu'on n'y arrivera peut-être jamais est souvent très difficile à vivre et surtout à accepter. De surcroît, dans une société africaine dans laquelle le sujet de l'infertilité reste encore tabou. Pourtant, de plus en plus de couples mènent ce combat pour avoir un enfant, la plupart du temps en silence. Andrea Bomo, notre invitée du jour, a mené ce combat-là jusqu'à réussir à déjouer les pronostics qui la déclaraient infertile. Elle vient aujourd'hui nous partager son histoire pour non seulement ouvrir le dialogue et briser les non-dits autour de la fertilité, mais également apporter des solutions à ces couples qui souhaitent devenir parents. Bonjour, je suis Delali Damessi et je vous accueille dans le premier podcast africain dédié à la parentalité. Ici, je reçois des femmes, mais aussi des hommes qui ont accepté de nous partager leurs histoires de parents ou de futurs parents, sans tabou et sans filtre. Nous écouterons leurs témoignages, leurs joies, leurs peines, leurs défis, leurs conseils, pour vous permettre de vous informer, de vous rassurer, de vous aider, de vous émouvoir ou encore de vous réconforter. Bienvenue chez Baby Mams, le podcast à la fois instructif, authentique et décomplexé sur la parentalité d'aujourd'hui. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Pour celles qui accueillent la vie et ceux qui grandissent à toute vitesse, Kiabi vous accompagne avec sa collection maternité et bébé. Que ce soit pour vous ou pour votre petit bout, Kiabi vous propose des incontournables comme le Dorbien 100% coton à partir de 3 500 francs. Parce que votre famille mérite ce qu'il y a de mieux aujourd'hui et demain. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Retrouvez vos magasins Kiabi près de chez vous à Abidjan, Dakar, Douala, Brazza, Libreville, Ouaga et sur nos réseaux sociaux Kiabi Africa. Kiabi, la mode à petit prix. Bonjour Andrea. Bonjour Delali. Merci d'être là dans le podcast Baby Mams. Je suis très ravie de te recevoir. On s'était parlé au salon des mamans et je t'avais dit il faut que je t'appelle et que je te reçoive dans ce podcast. Donc je suis très heureuse. Et pour parler d'un sujet, l'infertilité, on entend beaucoup de choses. C'est encore un sujet assez tabou chez nous en Afrique. Et voilà, avec toi, on va explorer le sujet parce que toi-même, tu es passée par cette épreuve. J'ai envie de dire, c'est une épreuve, surtout quand on a le désir d'être maman. Alors avant toute chose, je vais te demander de te présenter et présenter les membres de ta famille. Parfait. Merci Delali de me recevoir. C'est un plaisir. Je suis Andrea Bomo. Je suis herboriste et accompagnante en fertilité. Donc, je me spécialise dans l'accompagnement naturel et holistique des femmes qui ont le désir d'avoir des enfants et qui souffrent de différents troubles reproductifs dans les fibromes, l'endométriose, le SOPK. On pourra en parler un peu plus tard. Et sinon, je suis maman de 2 petites filles qui s'appellent Anne et Ellie. Anne et Ellie. Elles ont quel âge? 6 et 7 ans. 6 et 7, très bien. Alors, dis-nous, Andrea, on va repartir en arrière. On va commencer par toi, par ton expérience. Est-ce que tu as toujours désiré être maman? Ah oui, absolument. Depuis toute petite. Depuis toute petite. Oui. Et à quel moment ce désir d'enfant s'est vraiment, on va dire, manifesté encore plus et que tu t'es dit, là, il faut que j'ai des enfants? Est-ce que c'est arrivé tout de suite ou voilà, comment ça s'est passé? Alors en fait, dans mon cas, ça s'est passé plus par défaut. D'accord. Dans le sens où dès 20 ans, on me disait déjà que je n'aurais pas d'enfants naturellement. Okay. Donc j'ai toujours eu le désir d'avoir des enfants, mais très tôt c'est devenu une peur. Est-ce que tu avais consulté un gynécologue? Oui, parce qu'en fait, très tôt, j'avais des problèmes de santé, des kystes, des règles irrégulières. Bon, quand j'étais plus jeune, à 16, 17 ans, bon, on ne m'en parlait pas de tout ça. Mais quand les années ont commencé à passer, j'entendais des petites remarques. Va falloir faire des enfants assez tôt, faut pas tarder parce que ça va être compliqué, etc. Donc, il y avait tout de suite cette pression-là, alors que je n'étais même pas prête. Oui, à 20 ans, avoir des enfants, c'était pas un projet, mais je savais que je voulais avoir des enfants dans ma vie. Donc, il y a eu toujours cette peur attachée au désir de maternité de ne pas pouvoir en avoir. Et qu'est-ce qu'on t'expliquait? On te disait, enfin, tu nous as parlé de kyste, mais est-ce qu'il y avait autre chose qu'on te disait, bon, ça va être compliqué à cause de, je sais pas, il y en a qui ont de l'endométriose. Est-ce que toi, tu avais un cas particulier Alors, en fait, la particularité, c'est que j'avais été opérée pour ces kystes-là 2 fois. D'accord. Parce que ça revenait. Donc, des kystes des ovaires. Oui. Et à côté de ça, il y avait différents symptômes que j'avais, comme des règles irrégulières. Donc, les médecins, bon, je pense que c'était dans la bienveillance de me dire, bon, ça laisse présager déjà des difficultés au niveau de la conception. Donc, il va falloir ne pas tarder
pour avoir des enfants. Donc au début, c'est comme ça qu'on me le disait, et ensuite c'est devenu vous n'aurez pas d'enfants naturellement, parce qu'après c'est rajouté d'autres diagnostics, donc les fibromes utérins et le syndrome des ovaires polykystiques, qui est une cause majeure d'infertilité. Donc quand on rassemble tous ces problèmes ensemble, ça crée vous n'aurez pas d'enfants. On me disait même pas que tu peux essayer d'avoir des enfants naturellement, on me disait systématiquement que bon, tu ne peux pas naturellement, mais on peut essayer avec des traitements, mais il faut pas tarder. Donc il y avait toujours cette notion de ne pas tarder pour avoir des enfants. Comment tu l'as vécu? Au début, j'y prêtais pas attention parce que bon, t'as 20 ans, c'est pas forcément. Bon, il y a des mamans qui ont des enfants plus tôt, mais moi, dans mon cas, c'était pas ma priorité. J'étais étudiante, enfin. Donc c'était pas du tout ça ma priorité. Et ensuite, c'est devenu aussi une pression aussi familiale. Toujours dans la bienveillance, je pense pas que c'était malveillant, mais c'était l'inquiétude de se dire peut-être que tu auras des problèmes plus tard, il va falloir y songer, etc. Faut faire un enfant, puis moi je me dis mais un enfant on l'en fait pas comme ça. Pas comme ça, il faut on est deux pour faire un enfant. C'est ça, puis il faut quand même et puis une stabilité financière, une stabilité aussi dans le couple, bien tout sûr, ça. Totalement. Ça fait que j'étais un peu entre ces ces dilemmes, dans ce dilemme-là, et ce qui m'a en fait, ce qui était le déclic pour moi à un moment donné, j'ai juste, quand j'avais eu ma deuxième opération, cette fois pour des fibromes, et ensuite qu'on me dit, tu as le syndrome des ovaires polykystiques. En gros, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une cause majeure d'infertilité, mais pas que. Donc, comme tu disais, on peut avoir des enfants avec ça, mais en gros, c'est un déséquilibre hormonal. Donc, ça veut dire que chez les femmes, les hormones sexuelles féminines ne fonctionnent pas comme il le faudrait, et ça se manifeste avec un problème au niveau de l'ovulation. Donc, au lieu d'ovuler normalement chaque mois, comme une femme normale devrait le faire, avec le syndrome des ovaires polykystiques, il y a ce qu'on appelle des cycles anovulatoires, donc des cycles sans ovulation. D'où justement les risques d'infertilité, parce que si on n'ovule pas, on ne peut pas tomber enceinte. Et donc, ce problème d'ovulation-là entraîne d'autres problèmes au niveau, en termes de symptômes. Donc, les règles irrégulières, ça fait partie des symptômes. L'infertilité aussi, mais pas que. Parfois, il y a de l'acné aussi. De l'hirsutisme, c'est en gros la pilosité faciale excessive. Ça, voilà, dans des zones qui typiquement sont masculines. Et on a aussi plusieurs symptômes en fait qu'on n'associe pas nécessairement au syndrome des ovaires polykystiques, comme la fatigue chronique. On peut dormir 9 heures par nuit, mais on se lève le matin fatigué. Tu vois, ça, tu m'apprends quelque chose. C'est pour ça que j'étais là. Moi, je suis une grosse j'étais une grosse dormeuse maintenant que les enfants dorment. Mais c'est ça, je savais pas. Ok. Mais c'est qu'on l'associe pas forcément parce qu'on se dit ovaire. Bon, même le nom de ce syndrome-là porte à confusion. D'ailleurs, ils sont en train de vouloir changer parce que ça reflète pas du tout la complexité de la chose. Donc, il y a la fatigue chronique. Il y a, parfois, chez certaines femmes, il y a le surpoids, la difficulté de perdre du poids. Chez d'autres femmes, il n'y a pas de problème au niveau du poids. On a aussi des symptômes comme les troubles du sommeil. Donc, les insomnies, l'apnée du sommeil aussi chez certaines femmes. Non, c'est une problématique qui est très. Alors moi, c'était très léger, j'ai envie de dire. J'ai pas eu tous les symptômes. C'est ça, parce que c'est comme un spectrum où on peut avoir. Certains. Comme on peut avoir des symptômes un peu plus graves. On parle aussi de diabète. Souvent, ça prédispose au diabète, aux maladies cardiovasculaires. Donc, on est loin juste de la fertilité. D'accord. Mais on va dire que le premier signe, comment est-ce que c'est diagnostiqué chez les femmes, c'est d'abord à travers des problèmes au niveau du cycle. C'est ça. Donc, on le voit au niveau du cycle. On a ses règles tous les mois. Voilà, on a les règles qui se viennent pas, ou alors on a la pilosité, on a l'acné, il y a aussi l'alopécie aussi chez certaines femmes. Donc en fait, de manière très simple, pour faire simple, c'est que on ne produit pas assez d'hormones féminines sexuelles dont on a besoin, mais au contraire, on produit plus d'hormones masculines, donc de testostérone. Donc c'est d'où les symptômes masculins. D'où les symptômes masculins. C'est ça. D'accord. Alors c'est bien qu'on parle de ça. Est-ce que on va parler d'infertilité parce que souvent il y a plusieurs raisons. On a parlé de SOPK. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer l'infertilité des femmes? Ah oui, absolument. Il y a plusieurs causes, notamment l'endométriose, qui fait partie des causes d'infertilité aussi. On a parfois, dans certains cas, les fibromes utérins. L'adénomiose aussi, qui est similaire à l'endométriose. C'est des maladies gynécologiques, en fait. Et en fait, parfois, on a aussi des combinaisons de plusieurs choses. Donc, on peut avoir le syndrome des ovaires polykystiques, les fibromes, c'était mon cas. C'était ton cas, oui. Oui, j'avais aussi un soupçon d'endométriose. Donc, on peut avoir ce que j'appelle un cocktail Molotov
qui laisse pas beaucoup de chance en fait tomber enceinte, mais pas que. Il y a aussi du côté masculin. Ah bah oui, on parce parle que pas souvent souvent. on parle des femmes, mais il faut voir aussi chez les hommes. Hein. Chez les hommes aussi, il y a ce qu'on appelle aussi l'azospermie, donc toutes les problématiques qui sont liées à la qualité des spermatozoïdes ou à la mobilité des spermatozoïdes peuvent être une cause d'infertilité dans le couple. C'est pour ça qu'on dit toujours d'aller voir un gynécologue et de voilà, en tout cas quand on a le désir d'enfant. Alors on revient à ton cas. Tu découvres donc que tu as les ovaires polykystiques, des kystes. On t'a opéré. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Mais en fait, je pense que la problématique, c'est que quand on t'opère, ensuite on te dit pas quoi faire. Okay. Ça veut dire qu'on ne t'avise pas que ces problématiques sont chroniques, donc elles reviennent. Donc, on opère, on enlève la masse, on enlève le kyste, on enlève le fibrome. Et ensuite, tu continues ta vie normale sans savoir qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour prévenir ces récidives. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle, à moins de 25 ans, je m'étais fait déjà opérer 2 fois. 2 fois. Oui, parce qu'on t'avait pas expliqué. On m'a pas expliqué, on comprend pas les causes, on ne sait pas, voilà, on te dit juste que bon, ça arrive à certaines femmes. Oui. Parfois, c'est génétique, et puis c'est tout. Et donc, moi, après ça, après ma 2e opération, là, j'étais déjà en couple, et puis j'avais le désir d'avoir des enfants. Et là, je me suis dit, bon, au niveau médical conventionnel, la médecine m'a lâchée. C'est vraiment le sentiment que j'avais. C'est le sentiment que j'avais parce que au-delà de l'infertilité, on parlait tout à l'heure des symptômes. C'est des symptômes qui étaient handicapants au quotidien. Bien sûr. Avoir des règles douloureuses, handicapantes qui t'empêchent d'aller à l'école, aller travailler. Enfin, c'est problématique. Avoir de l'acné sur tout ton visage, ça affecte ta confiance en soi. Le corps qui change, la fatigue chronique où tu es tout le temps fatigué. Ah bah oui. Forcément, tu peux pas faire grand-chose. Et en plus, il y a le tabou. Donc, personne ne comprend ce que tu vis. Et tu as aussi peur d'en parler. Donc, c'était handicapant. Et donc, moi, je voulais surtout aller mieux. Moi, mon combat, c'était je veux aller mieux. Puis, j'avais déjà quasiment abandonné l'idée d'avoir des enfants. Ah oui. Ouais. Je disais à mes amis que bon, moi, j'aimerais adopter ou j'aimerais... Parce que j'aime tu étais un peu résignée déjà, quoi. Ouais. Ok, ah ouais. Parce qu'on te le dit. Et là, t'avais quel âge? Bah, écoute, là, j'avais 26 ans. 26, ok. Ouais, et je m'étais dit, bon, tu sais, depuis 16 ans, on me dit que ça va être compliqué. Donc, à un moment donné, tu commences à l'accepter. Et l'entourage, je veux dire, est-ce que tu en parlais? Parce que c'est vrai que je le disais en intro, c'est tellement tabou parce qu'on considère que la femme, elle est née, elle est là pour enfanter. Une femme, on pense tout de suite à enfant. Et quand tout de suite, bah, on ne peut pas enfanter, on se dit, il y en a qui te disent, mais t'es pas vraiment une femme parce que tu peux pas donner la vie. Et c'est pour ça que c'est encore un sujet tabou. Donc, ton entourage, enfin, tu disais, tu en parlais ou tu gardais ça pour toi? Non, je parlais pas. Ouais. Donc, j'avais des amis très proches qui ne savaient pas ce que je vivais. J'allais me faire opérer, je revenais normal. Ah oui, oui. Personne ne savait. Personne ne savait. Et puis, à l'époque, j'étais journaliste. Donc, tu as l'air souriante, tu as l'air bien. Personne ne sait ce que tu vis. J'ai oublié de parler de la dépression, qui fait parler des parties des symptômes, justement, du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, la dépression chronique, l'anxiété, la dépression. Donc, moi, je faisais de la dépression. J'allais pas bien avec tous les problèmes de santé. Il y a que ma mère qui était au courant et ma sœur de ce que je vivais, mais j'avais des amis très proches qui ne savaient pas. Parce que le tabou. Tu masquais, je le masquais. Parce que je me dis, il y a qu'à moi que ça arrive. Personne n'en parle. Puis c'était quand même il y a plus d'une dizaine d'années. Oui, à l'époque, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Mais même moi, j'ai découvert le SOPK, je l'ai découvert chez mon gynéco. Et encore, il m'a juste dit, ça va être très difficile pour vous d'avoir des enfants parce que vous avez des ovaires micro-polykystiques. Et j'ai là, sans plus d'explications, sans me dire les solutions. Je me rappelle, je vais pas dire c'était le pays, mais bon, ni l'hôpital. Mais tu te retrouves face à toi-même toute seule là et t'as pas de solution. Effectivement, j'avais 25 ans à l'époque, presque 26. Et il se trouve que 3 mois après, je tombe enceinte. Il m'a dit que ça, vraiment. Enfin bon, mais oui, tu te retrouves face à toi-même, dépression, et tu sais même pas que c'est... Tu savais que c'était lié à ça ou pas? Non, je savais pas que c'était lié à ça. Je savais pas parce que, comme tu dis, on t'explique pas. On t'explique pas. Et tu sais pas. Donc, en fait, moi, c'était vraiment par désespoir. Je me suis dit... J'ai fait les opérations, c'est la 2e, et puis c'est catastrophique parce qu'en plus, en dehors de ça, j'avais des fibromes. Donc les fibromes, c'est quand même, c'est quelque chose qui revient, c'est des masses qui poussent dans l'utérus, qui peuvent prendre la taille d'une pastèque.
Ah oui, oui, oui. Il y a des femmes parfois qui ont un gros ventre. Mais Oui. c'est un fibrome. C'est un fibrome, ou plusieurs. Mon Dieu. Ouais, Donc, ouais. moi, je me suis fait opérer pour ça. Et puis, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de traitement et que ça revient. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, je pense que niveau médical, Et tu as tout donné. Enfin, j'ai tout donné, j'ai essayé. Tu as essayé. J'ai oui, essayé. ok. Les traitements qu'on me donne, je pouvais pas les prendre parce que les effets secondaires que j'avais. C'est ça, j'allais te demander. Il y avait Ouais. des traitements, on te donnait des C'est la choses. pilule. La pilule, oui. C'est ça, mais c'est pas un traitement. C'est pas un traitement, Tu non. prends ça pour peut-être stabiliser tes hormones, C'est ça. mais c'est pas un traitement. Ouais, Ça règle pas le problème Ça en règle fait. pas le problème. Au contraire même, moi j'avais tous les effets secondaires qui étaient listés sur la la notice. pilule, la Ouais, notice. j'avais tous les effets secondaires, donc j'arrivais même pas à la prendre. Et donc je me suis dit bon, là j'ai plus rien à faire, j'ai plus aucune option, Ok. je veux juste aller mieux. Ok. Et c'est à ce moment-là que le déclic survient. Ok. Je me dis je vais explorer d'autres alternatives. D'accord. Niveau médecine conventionnelle, j'avais épuisé toutes les options qui s'offraient à moi. C'est ça, pourquoi pas. Et puis j'ai toujours été portée sur ça, tout ce qui est D'accord. naturel. Et j'ai commencé à m'intéresser, à me documenter, à assister. J'assistais même à des ateliers pour comprendre les bienfaits des plantes médicinales Oui. pour la santé des femmes. Et j'achetais des plantes. Ok. Et je faisais mes petits mélanges chez moi dans ma cuisine. D'accord. Je mélangeais 2-3 plantes qui sont bonnes pour le cycle menstruel, des plantes bonnes pour la peau, etc. Et Ok. puis je voyais comment mes symptômes, ça agissait en fait. Ok. Ça agissait. Donc il y avait vraiment un changement global en fait que je faisais, alimentation, Oui. les plantes médicinales, même dans mon hygiène de vie parce Oui. que je parlais tout à l'heure de la dépression. Oui, Donc oui. j'ai commencé aussi à travailler dessus sur le volet émotionnel Mhm. puisque j'étais au fond du gouffre en fait avec oui, tout ça. bah, j'imagine. Et au bout de 3 mois, en fait, ce qui était improbable pour moi a commencé à se passer, c'est que j'ai commencé à avoir des règles régulières. Ah oui. Ce qui n'était jamais arrivé depuis mes premières règles à Wow. 12 ans. Ok. J'avais jamais eu de règles régulières. En fait, j'enviais les personnes autour de moi qui pouvaient, qui connaissaient leur cycle Oui. en fait, qui savaient quand ça Bah va oui, arriver. quand ça Ouais. va arriver. Et tout. Moi, c'était le chaos, je sais pas. Je suis pareil, vraiment. C'est Tu sais toujours pas des quand- surprises, tu sais pas quand, sais pas tu es quand. là. Je sais pas quand ça Ouais, arrive. ouais, et puis ouais. quand ça arrive, en plus, c'est chaotique Oui. et tout. Donc, ça a commencé à être régulier et D'accord. sans douleur. Donc Ah ça, oui. c'est ça qui m'a alertée. Je me Ok, suis dit, tu ok, dis, ah. j'ai toujours eu mal Ouais. de toute ma vie et là, j'ai plus mal du tout. Ah, mais là, les gens vont demander, mais c'est quel genre de plante? C'est parce que, attends, les femmes qui ont ce genre de symptômes comme nous, les SOPK ou autres, c'est des plantes, tu as dit médicinales, mais, enfin, après, j'imagine que tu fais tes petites, il y a des dosages, il y a tout ça et tout, mais c'est des plantes qu'on trouve dans la nature. C'est des plantes qu'on trouve dans la nature. On les trouve facilement et c'est des plantes qui sont anti-inflammatoires, Ouais. notamment pour les douleurs comme le Ouais, gingembre, par ouais, exemple, ouais. qui est anti-inflammatoire, Mhm. qui agit sur les règles douloureuses. On a aussi les feuilles de framboisier qui sont des merveilles pour la santé des Ouais. femmes, qui ont tellement de bienfaits, y compris pour la fertilité. On a aussi le bissap ou encore l'hibiscus qui Ouais. agit aussi sur le cycle menstruel. Tu vois, bah, au salon de maman, t'as parlé du gombo, ça j'ai retenu. Je sais pas pourquoi le gombo. Manger du gombo, je sais pas. Oui, parce que ça c'est joue bien sur l'ovulation sur l'ovulation. ok. et la fertilité. D'accord. C'est ça. Ok. Donc ça, je savais même pas à l'époque. Hein. Oui. Donc ça, c'est Tu as après appris, que, oui, oui, oui. que j'ai découvert. D'accord. Mais là, pour te dire, à l'époque, j'avais aucune expérience, aucune formation, Ouais, rien. ouais. C'était vraiment voilà, tu testais test and learn. et tout, et tu voyais que C'est ça ça, marchait. ça sur toi. marchait. C'est Très ça. bien. C'est pour ça que j'encourage aussi les femmes à ne pas se limiter, en fait, c'est d'écouter notre corps. Parce que notre corps nous donne des informations Oui. que même un médecin, même un professionnel n'aura pas. Ouais, Parce que c'est ouais. le corps qui nous alerte. Ouais, ouais, Et moi, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et vu que je voyais que ça fonctionnait, ouais. je continuais. Tu as continué, Je me dis, ok. bon, pourquoi pas? Moi, je veux me sentir mieux. Bien sûr, ouais. J'ai plus d'énergie, je dors mieux, Et mon j'ai cycle plus de redevient douleurs, régulier. ma peau redevient normale. Ouais, ouais, ouais. Enfin, pourquoi je vais arrêter? Ok, Donc, je ouais. continuais. Ouais. Placebo ou pas placebo, ça En fonctionnait. tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionnait. Ouais. Donc, j'ai continué. Donc, 3 mois plus tard, donc au total 6 mois plus tard, vu que mes règles étaient devenues régulières, donc maintenant Tu je savais savais, ta période d'ovulation. à peu je sais près, quand oui. ça arrive, Mhm. etc. Et on était au mois de juillet, et puis mes règles ne viennent pas. Ah. Puis là, je me dis, oh non, Encore ça a un cycle, recommencé à ouais, être ouais. irrégulier et tout ça et tout ça. Et mais j'observe quand même des symptômes assez Oui. bizarres. J'ai la poitrine qui commence à gonfler. Bon, là, je me dis, bon, tu sais, je fais pas attention Oui. parce que j'ai jamais été enceinte. T'as jamais de été ma enceinte, vie. donc tu savais pas. Bah oui, Je on sais sait pas. pas. On sait Je pas. me dis, bon, ok. Mm. Et puis, ce qui m'alerte, en fait, c'est un truc assez étrange, mais que je partage parfois, c'est que je suis en train de dormir et cette période-là, j'étais allée voir un dentiste pour un problème de carie, une carie qui était sortie. Donc, j'étais sous antibiotiques. Ok. Et cette nuit-là, je suis en train de dormir, j'entends des pleurs de bébé. Ah. Ouais, j'entends des pleurs de bébé. Je me dis, est-ce que c'est les voisins? Ils ont un Oui, bébé. oui, Mais on n'avait pas de voisins. Oui, oui, oui.
Et donc, je me réveille, parce que ça me réveille, en fait. Je me lève, je commence à tourner dans l'appartement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et je réveille mon conjoint. Je lui dis, mais t'entends les pleurs de bébé? Il me dit, mais de quoi tu parles? Tu deviens fou. C'est un rêve ou quoi? Machin. Je dis, bon, je me recouche, j'entends les pleurs super fort et tout. Et donc, le matin, je sais pas, j'ai eu l'instinct d'arrêter de prendre mes antibiotiques. Les antibiotiques. Ouais, j'ai eu vraiment l'instinct parce que ça m'a troublée. Ok. Première chose que je fais, je vais à la pharmacie acheter un test de grossesse. Je me dis, bon, allez, tant qu'à faire. Et je fais le test de grossesse, il est positif. Oh là là, j'imagine. Je te jure, j'étais en larmes. Oh, oui, j'imagine. Et surtout, j'y croyais pas. Ben oui. J'en ai fait plusieurs. Mais moi, c'était comme toi, parce que moi, je suis tombée enceinte, je ne savais pas. J'étais moi, mon cycle, pareil, SOPK, irrégulier. Et je tombe enceinte. Et c'est au bout d'un mois et demi que j'ai su que j'étais enceinte, parce que tellement pour moi, c'est mon cycle, mes règles venaient pas, c'était normal. Ouais. Et c'est juste une copine qui m'a dit, toi là, va faire un test de grossesse, c'est trop bizarre et tout. Je dis ok. Et je crois j'en ai fait 4. Tellement j'y croyais pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Incroyable. Non, mais oui, alors ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. T'y croyais pas. Au bout du 4e, que je me suis dit, bon, allez. Oui, après, je suis allée faire une prise de sang pour confirmer. C'est ça. Prise de sang. Et puis moi, je me souviens de la prise de sang que j'avais faite, je pense, le vendredi. Puis il fallait que j'attende lundi pour avoir la confirmation. Non, moi, j'ai demandé une écho et tout. Parce que moi, en plus, ça faisait 1 mois et demi et tout. Il me dit, mais madame, vous êtes à... Je sais plus combien de semaines. Il m'a dit, mais c'était plus de 2 semaines. J'étais à presque... Oui, 1 mois et demi. J'étais bon. Waouh. Ah ouais. Wow. Incroyable. Non, mais oui, donc là, tu as fait ta prise de sang, tu attends les résultats, comment se passe J'attends les résultats, c'est panique. J'avais alerté juste ma mère, qui était contente, gloire à Dieu. Elle a commencé elle était vraiment contente. Mais moi, je disais non, j'attends d'être sûre et tout ça, j'avais dit à personne. Et puis, quand j'ai eu le test positif, là, j'étais, franchement, c'était un miracle. Oh, mais c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as été très protective de cette première grossesse? Parce qu'en plus, comme tu t'y attendais pas, comment tu l'as vécu cette grossesse? Écoute, j'avais peur parce que je me disais, est-ce que ça va arriver à terme? Qu'est-ce qui va se passer? J'avais peur, mais étonnamment, tout s'est bien passé. Vraiment, ça a été bonne grossesse. Bel accouchement. Ouais, j'ai pas eu de problème, tout s'est bien passé. La seule chose, c'est qu'ils m'ont fait une césarienne imposée. Donc ça, c'est à cause du fait que j'avais eu une opération de fibrome. Et donc ils ont même pas voulu prendre le risque que j'accouche par voie basse. Que la césarienne était programmée, mais tout s'est bien passé tout au long de la grossesse. Donc c'était vraiment un miracle. Et tant que j'avais pas tenu mon bébé dans les bras, non, j'y croyais pas. Moi, je me disais non, quelque chose doit se passer. Parce que je sais pas si t'imagines quelque chose qu'on te dit depuis des années. On te dit tu ne vas pas avoir d'enfant. En plus toi, ça faisait des années. Moi, ça a été juste, je te dis 3 mois après, j'étais enceinte. Mais c'est vrai que j'imagine même pas combien on te répète que tu pourras pas avoir d'enfant. Et là, tu as ton bébé. C'est ça, j'ai mon bébé, je me dis, mon Dieu, mais waouh, c'est incroyable. Et là, en fait, c'est là que tout le shift se passe dans ma vie, parce que je me dis, waouh, il y a 6 mois, je pensais que j'allais jamais avoir d'enfant. J'avais tous les symptômes du monde et tout. 6 mois plus tard, je tombe enceinte. Et 9 mois plus tard, je donne naissance à ma fille, ma première fille. Et donc, c'est après sa naissance que j'ai voulu comprendre ce que j'avais fait qui avait fonctionné. Ok. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est que je me suis dit, bon, allez, je vais retourner à ma vie normale. Mais je me suis dit, bah non, en fait, je pense qu'il y a d'autres femmes qui vivent ça. Je veux comprendre ce que j'ai fait, ce qui a fonctionné. Ça peut aider ces autres femmes. Et peut-être ça peut aider. D'accord. Donc, c'est vraiment pendant cette période de congé maternité que je me plonge là-dedans. Je commence à me documenter, écrire. À l'époque, j'avais un blog où je partageais des astuces, justement, naturelles, etc. Et puis, ça a commencé à aider des femmes. Et voilà. Et ensuite, c'est ces femmes qui me demandaient, alors, on aimerait bien, nous, avoir ces produits que tu as utilisés. Est-ce que tu les vends? Est-ce que tu les vends? C'est comme ça. Donc, ça n'a jamais été un choix de carrière pour moi. Ça m'a choisi. Oui, ça t'a choisi, mais ça m'a choisi par ton expérience. Et du coup, donc, tu as commencé à rendre ça, on va dire, plus professionnel. Tu as commencé à faire parce que tu as dit, tu as noté. Comment ça s'est passé, du coup, cette période, de te lancer dans cette aventure pour aider ces femmes? C'est une grosse aventure. J'ai toujours que j'ai donné naissance à 2 bébés en même temps, parce que quand ma fille est née, il y a aussi ce projet qui est né avec elle. Donc pendant toute ma période, pendant que j'allaitais, j'étais là sur mon ordi en même temps en train de faire des recherches. Donc quand elle était déjà un peu plus grande, je les mettais dans le porte-bébé, j'allais faire des ateliers d'herboristerie pour apprendre. Donc vraiment, c'est né avec elle. Et mais j'avais pas le projet d'en faire une entreprise, d'en faire quelque chose de vraiment dont je vis aujourd'hui. Et c'est vraiment après mon accouchement, donc 5 mois après, je retombe enceinte.
Ah, 5 mois après? Oui. Waouh, ok, d'accord. Ouais. Ah ouais. Puis là, je me dis, bon. Là, ça marche un peu trop bien. C'est un peu trop bien, là. Oui, là, les robinets sont ouverts. Ouais. Tu vois, donc, bon, un bébé, je me dis, waouh, mais là, je me dis, waouh. Ah oui, tu enchaîner vois, comme ça, oui. Oui, enchaîner pour quelqu'un qui se pensait infertile, à vie. Oui. Et là, c'est là que j'ai le déclic et c'est avec la grossesse de ma deuxième que là, je mets les choses de manière plus formelle. Je me forme en herboristerie, en santé intégrative, en naturopathie. Donc, je retourne littéralement sur les bancs d'école. Je vivais à Montréal, donc je fais ça là-bas. Et ensuite, je lance... cette entreprise s'appelle Anne and Ellie. Anne and Ellie en hommage à mes filles, littéralement. Parce que c'est par elles que ça c'est venu. Et donc, le but, c'était vraiment d'apporter à la fois de l'accompagnement, des conseils aux femmes qui ont des fibromes, qui ont le SOPK, qui ont l'endométriose, sur les solutions naturelles pour améliorer leur quotidien. Et ensuite, la partie produit est venue après. Donc, vraiment, de proposer des produits déjà tout mélangés, tout formulés. Pour différentes, voilà. C'est beaucoup plus simple d'acheter. C'est plus simple parce que, et puis c'est spécifique. Ça veut dire qu'il y a des produits, par exemple, pour les nausées de grossesse. D'accord. Donc, vraiment, en fait, tous les mots que moi j'avais, j'en faisais des produits. C'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est top. Et donc, du coup, bon, tu as tes 2 bébés, tu t'es professionnalisé, tu as lancé ta petite entreprise. Est-ce que, maintenant, on va parler vraiment aux femmes qui traversent ça, parce que il y en a énormément et de plus en plus, j'ai l'impression, de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui veulent des enfants. Je parle vraiment de celles qui veulent des enfants et qui n'arrivent pas à en avoir. Par quoi elles doivent commencer? Surtout si elles ont ce désir d'enfant jeune. Est-ce qu'elles vont d'abord voir un gynécologue? Est-ce qu'elles doivent en parler autour d'elles? Qu'est-ce que tu leur conseilles au début? Début de faire? Tu sais, Délali, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est qu'on veuille des enfants ou pas, la fertilité est un indicateur de santé. Tu l'as dit, oui, c'est vrai. Je le dis toujours parce que même si une femme n'a pas le désir d'avoir des enfants, c'est important qu'elle ovule chaque mois, c'est important que son cycle soit régulier. Tant qu'elle n'est pas à la ménopause, elle doit être fertile. C'est ça. Maintenant, elle peut ne pas tomber enceinte si c'est pas son désir, mais la fertilité joue un rôle beaucoup plus grand que le fait d'avoir des enfants. C'est ça. Donc, en fait, je pense que toute femme, en fait, déjà doit apprendre à connaître son cycle menstruel. Parce que généralement, c'est ça l'indicateur qui nous montre qu'il y a des anomalies. Oui, bien sûr. Quand on voit qu'on n'a pas ses règles pendant 2-3 mois, que ça vient, ça part, si on a des règles heureuses, c'est déjà par là. C'est par là. Donc, parce que c'est ça qui t'alerte, en fait. C'est ça qui t'alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui te pousse à consulter. Donc, le cycle menstruel, c'est une boussole. C'est d'ailleurs, ils appellent ça le 6e signe vital. Donc, c'est considéré comme un signe vital, au même titre que la tension, la pression artérielle, voilà, les battements du cœur. Donc, le cycle menstruel, c'est un signe vital. Donc, il faut l'observer, il faut le connaître, il faut voir les signaux, les douleurs, la régularité, etc. Maintenant, quand on est dans un projet, un désir d'enfant et que voilà, on est prêt, on est en couple, on est marié, on est posé, on veut ça, n'attendez pas le moment pour se préparer. Moi, je dis, ça se prépare 1 an à l'avance. Oui. C'est ça. Parce que en général, on dit oui, si au bout de 12 mois de rapport régulier, ça vient pas. Moi, c'est la prochaine vers, c'est que si je veux tomber enceinte en 2026, ça veut dire que à partir de janvier 2025, je commence à me préparer. Donc, les 12 mois, je les ai déjà faits. Dans la préparation, ça veut dire que en 2026, je tombe enceinte rapidement. Et cette préparation, elle passe par quoi? C'est ça. Donc, la préparation, une fois qu'on a observé le cycle menstruel, c'est vraiment déjà de voir s'il n'est pas régulier, c'est de mettre les choses en place pour le réguler. Donc là, ça passe par l'alimentation. Même quand on a des règles douloureuses, ou même quand on a des pathologies qui existent déjà. Ça veut dire déjà de consulter un médecin pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des fibromes, est-ce qu'il n'y a pas d'endométriose, est-ce qu'il n'y a pas des kystes, est-ce que j'ai pas un SOPK, est-ce que tout va bien. Oui, ça se voit vraiment. Il faut vraiment aller faut faire des examens. Gynéco, c'est sûr. Et moi, je dis à chaque fois aux femmes là, qui m'écrivent, aux dames qui veulent avoir des enfants, je dis, mais est-ce que il faut aussi aller avec son partenaire? Absolument. Parce que si vous n'avez pas de problème, peut-être que c'est monsieur qui a un problème. Et souvent, on a l'impression que tout repose sur la dame, mais des fois, c'est monsieur. Et je dis, mais testez-vous. Et il y a une dame qui m'avait écrit, même qui m'a disait que c'était après le mariage qu'elle a découvert qu'elle et son mari ne sont pas compatibles, donc il ne faut pas faire d'enfants. Donc, question, est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on reste pas ensemble? Quelles sont les solutions? C'est compliqué. Donc, vraiment, moi, c'est un conseil vraiment préparé, comme tu dis, 1 an en avance et avec monsieur. Avec monsieur, absolument. Parce que c'est 50-50 des chances des deux côtés. Bien sûr. Donc, il faut se préparer ensemble. La charge de la fertilité ne repose pas uniquement sur la femme. Donc, de faire ces examens déjà de fertilité bien avant qu'on soit en projet bébé. Bien avant. Il faut déjà savoir qu'est-ce qui va bien parce que qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Si quelque chose va pas, on a le temps de le corriger. Exactement. C'est ça en fait. Aujourd'hui, il y a des moyens, que ce soit médical ou même naturel, il y a des options, mais il faut savoir.
Exactement. Faut savoir. De quoi on souffre. Quel est le problème et souvent, c'est pas forcément un gros problème. C'est ça. Hein. Oui. Parfois, c'est pas un gros problème, c'est quelque chose qui se règle, mais qu'on peut, si on a l'information, on peut agir vite. Donc ça, c'est la première des choses. Une fois qu'on a l'information, même si on n'a pas de problème, c'est bien de soigner son alimentation. Donc de commencer vraiment à faire ce que j'appelle un rééquilibrage alimentaire. J'appelle ça aussi une détox fertilité. C'est qu'on prépare son corps à accueillir la vie. Parce que n'oublions pas que c'est un bébé qui va être à l'intérieur de nous, qui a besoin de certains nutriments pour grandir, etc. En même temps, on prévient aussi des fausses couches, parce que voilà, parfois il y a des carences qui entraînent des fausses couches. Donc l'alimentation joue un rôle crucial. Ça veut dire de soigner son alimentation, manger davantage de légumes, de fruits tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on fait pendant une période parce qu'on fait un régime et tout. Non, c'est que c'est tous les jours. C'est que voilà, si je mange du poulet, machin, j'ai ma portion de légumes à côté systématiquement. Le matin, je mange mes fruits. Le soir, je mange une salade à côté de ce que je mange. Donc en fait, c'est pas un régime, c'est pas d'enlever, de retirer. C'est vraiment un rééquilibrage. C'est d'équilibrer en fait, de rajouter davantage parce que ça contient des fibres, ça contient des antioxydants, ça contient de l'acide folique, ce qu'on prend en comprimé, on le trouve naturellement dans les légumes, par exemple les légumes verts. On parlait du gombo tout à l'heure. C'est très riche en acide folique. Donc c'est déjà de commencer à manger ces aliments-là, même pour les hommes. Manger ces aliments-là. Il y a un aliment que je recommande beaucoup aux couples parce que ça joue aussi sur la fertilité masculine. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais c'est le foie de bœuf. What? Ouais. Ah oui, là, j'aurais pas cru ça. Moi, ok, d'accord. Beaucoup de gens n'aiment pas, mais c'est vraiment hyper riche d'un point de vue nutritionnel. En termes de vitamines, de minéraux, que ce soit le zinc, les vitamines A, vraiment le fer aussi. Et c'est tout autant bénéfique pour l'homme que la femme. D'accord. Donc en fait, il faut manger... tu sais, je pense que c'est Hippocrate qui disait que la nourriture soit ton aliment. Donc c'est que la nourriture soit ton médicament. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est de manger, pas pour manger, mais pour se nourrir. Pour se nourrir. Vraiment. Donc même si on n'aime pas certaines choses, on sait que bon, ça c'est bon pour nous, on le mange 2-3 fois dans la semaine comme un médicament. C'est ça. Comme un médicament. J'aime pas le foie de bœuf, mais mais on le prend quand même. On le prend quand même. Donc c'est ça, on sait que c'est bon pour nous. Donc on fait la même chose avec son alimentation, on s'alimente, on se prépare, on prépare son corps pour que le moment venu, en fait, on soit prêt. Et maintenant, quand il y a des anomalies, des pathologies, etc., là, il y a des solutions qui sont naturelles, qui sont aussi non invasives. Parce que comme je disais, une opération, oui, ça peut être une solution temporaire, mais c'est pas une solution définitive parce que ces problèmes reviennent. Oui, tu disais par exemple les fibromes. Est-ce que naturellement, les fibromes, on peut faire en sorte que ça ne revienne pas? On peut les stabiliser, effectivement. On peut prévenir les récidives parce que on sait que c'est un déséquilibre hormonal. Donc, il y a des aliments qui vont équilibrer les hormones de telle sorte que les fibromes ne grossissent plus ou alors se stabilisent ou ne se reforment plus. Il y a aussi des plantes médicinales qui agissent justement sur ce déséquilibre hormonal qui est particulièrement lié au taux d'œstrogène. Donc les fibromes grossissent en majorité à cause du taux d'œstrogène qui est plus élevé chez ces femmes-là. Donc quand on adopte les gestes qui permettent d'équilibrer ces hormones, on prévient les récidives, on prévient les complications. Donc il y a ça, mais toujours... C'est pas contraire à la médecine conventionnelle, c'est plutôt une approche complémentaire préventive. C'est ça. Donc moi, j'encourage toujours les femmes à consulter des médecins, à voir. Et maintenant, on peut faire des choses naturellement. On peut faire des choses naturellement pour préparer une grossesse, pour que le couple soit prêt le moment venu à concevoir, mais aussi éduquer. Parce que si on ne sait pas, c'est quand sa fenêtre de fertilité. Bien sûr. Comment tu vas tomber enceinte? Parce qu'on nous a bassiné pendant des années que c'est au 14e jour qu'une femme ovule, alors que ce n'est pas... Alors que peut-être tu ovules au 6e jour. Voilà, exactement. Et tu manques la fenêtre chaque jour. Ensuite, tu te dis que tu es infertile. Tu vas faire une fécondation in vitro. Tu vas faire toutes sortes de choses, alors qu'en fait, tu ne connais juste pas ta fenêtre de fertilité. Normalement, donc c'est pour ça que tu as dit en premier, bien connaître son cycle, maîtriser son cycle. C'est ça. Et en deuxième, préparer son corps à l'arrivée d'un bébé, en tout cas faire en sorte que toutes les conditions soient réunies. C'est ça. Pour pouvoir accueillir un bébé. Et le next step? Le next step, c'est aussi, dans la préparation c'est aussi l'hygiène de vie. Donc pratiquer une activité sportive. Ça c'est très important. Parce que l'activité sportive va aider au niveau de la santé, ça va aider au niveau des hormones, ça va aussi aider au niveau de la gestion du stress. Le stress, c'est un ennemi de la fertilité. Ah oui. Mais on dit il faut pas stresser, mais plus tu es dans le stress parce que tu veux un enfant. Tu veux un enfant, tu es stressé. Il faut contrebalancer. C'est un cercle vicieux. Mais je peux te dire que c'est l'une des causes majeures. Pas le sport, je veux dire, une activité physique assez régulière, une activité aussi de relaxation, de pouvoir
se déconnecter aussi de son quotidien, de son travail, ses responsabilités, de s'accorder ce temps-là. Ouais. Et vraiment de le planifier. Parce que souvent, en tant que femme, on se dit, c'est quand on a un peu de temps libre qu'on va faire des choses pour soi. Non, de le planifier au même titre que j'ai un meeting le lundi entre 10h et 12h. Je planifie mon me time le samedi entre telle heure et telle heure. Ça bouge pas. Oui. Ça bouge pas. Parce que ça va montrer, en fait, ça va donner l'information à ton cerveau que je suis en état de relaxation. Je suis pas dans une course contre la montre. Parce que c'est le cerveau qui dirige les ovaires. Ah oui. C'est pas là que ça se passe. Donc, si tu es stressé là, mais que là, tu es prête à avoir un bébé, bah, aussi longtemps que tu es stressé, ton corps va pas produire les bonnes hormones pour que tu tombes enceinte. Donc, il faut vraiment travailler à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est quelque chose qui se fait beaucoup mieux en couple. Parce que vous êtes dans une dynamique, vous êtes ensemble, c'est fun, voilà, on se fait un programme tous les deux, on prépare ça. Et puis, n'oublions pas que c'est le fruit de l'amour aussi entre deux personnes. Oui, mais justement, c'est bien que tu parles du couple, parce que souvent, les femmes qui sont dans ce parcours de maternité, et où on leur explique que c'est compliqué, elles veulent vivre un peu ça toutes seules, elles ne font pas forcément participer le partenaire, ou alors le partenaire ne comprend rien, et du coup, il se met en retrait, alors qu'il doit pouvoir accompagner. Quel conseil tu leur donnerais justement à ces couples qui sont dans ce parcours pour avoir un bébé? Alors moi, je dirais qu'il faut vraiment l'unité. Il faut faire un. Il faut faire un. Ça veut dire facile, il faut faire un même dans cette épreuve-là. Parce que si l'homme et la femme ne doivent faire qu'un, alors dans la fertilité aussi, dans le cheminement vers la maternité, ils doivent faire un. C'est dès le début impliquer le partenaire. Parce que c'est sûr que c'est difficile pour un homme du jour au lendemain d'être plongé là-dedans alors qu'il n'a jamais été informé de ton cycle, il ne connaît pas ton cycle, il sait rien des règles, il sait rien de tout ça. Tu lui en as jamais parlé parce que toi-même tu ne sais pas. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mais je peux t'assurer que les couples que j'accompagne, les hommes, il y a des hommes qui connaissent même mieux maintenant le cycle de leur femme, qui connaissent les phases. Ils savent que voilà, il y a telle phase, dans cette phase-là, elle a plus de libido parce que c'est la période de l'ovulation. Qui connaissent parce qu'on leur a enseigné. Mais s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre tes changements d'humeur qui sont hormonaux. Ils vont penser que tu es en train de faire des caprices parce que toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, tu sais pas. Tu vois? Donc, moi, je dis ça commence par la femme. Pourquoi? Parce que c'est elle c'est elle qui porte l'utérus, c'est elle qui a son corps. Donc, déjà, quand elle est éduquée, maintenant, elle peut emmener son partenaire à lui expliquer, voilà comment mon cycle fonctionne. Voilà. Et même pour lui, c'est intéressant. Il sait qu'il y a des périodes du mois où sa femme a plus envie. Il va mieux comprendre. Il va savoir qu'il y a des périodes où, bon, voilà, là, faut pas la chercher. Elle est comme ça. C'est quelque chose qui régule même la vie de couple. Et le fait de l'impliquer là-dedans, qu'il soit là aux rendez-vous médicaux, qu'on l'informe, de l'expliquer, voilà. Ça fait qu'il est déjà imprégné. Donc, quand il y aura un problème, si demain il y a un problème au niveau de la fertilité de part et d'autre, déjà, ça, c'est un homme qui va être volontaire à faire des examens de fertilité pour lui. Oui, parce que les hommes, pour les envoyer faire des examens... mais déjà, souvent, tout simple, les examens tout simples déjà de base. Simple, mais Gynéco me disait qu'il y a des hommes, parce qu'elle est spécialiste de la procréation médicalement assistée, ok. Et dans j'avais fait une interview avec elle, et elle disait que souvent, c'est les hommes qui freinent le processus parce qu'ils ne veulent pas aller faire des spermogrammes et autres... examen pour le parcours de fertilité, mais en fait c'est compliqué. On peut pas, on doit le faire à deux, ce bébé. C'est ça, c'est à deux. Puis il y a aussi tout le facteur culturel. Oui, où on se dit que voilà, les hommes, on est forts, donc on n'a pas de problème. Mais un homme éduqué n'aura pas ce même raisonnement-là. Donc je pense que tout part de là, de la complicité dans le couple et de parler de ces sujets-là. Et aussi, si on n'est pas informé, d'aller s'informer. Donc, d'où l'importance, voilà, des ateliers, des informations, tu vois, ce type de podcast. Mais de plus en plus, ça existe. Google, mais en dehors de ça, il y a de plus en plus de personnes qui parlent, voilà, de ces sujets-là, dont toi, tu as un blog, Babymam, c'est tout. C'est important de se documenter, mais avoir la bonne information. Il y a un peu de tout. Voilà. Il y a un peu de tout. Et donc, quand ce processus est fait, maintenant, le couple est quand même informé. On va faire les examens ensemble. Pourquoi? Parce que on gagne du temps. Si madame fait juste ses examens et qu'on découvre fibre, endométriose ou autre, on la traite d'un point de vue médical ou autre, même naturel. C'est ce qui s'est passé dans mes accompagnements. Je traite la femme, tout est bon, elle est prête. Mais après, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau du monsieur. Et là, c'est encore rebelote, plusieurs mois et tout ça. Donc, au total, on est resté sur 1 an et demi, 2 ans, alors qu'on aurait pu régler le problème en même temps. Donc, c'est aussi une question d'efficacité. On le fait en même temps.
s'il y a rien, tant mieux, mais ça reste que la fertilité des hommes peut toujours être optimisée parce que des facteurs comme le stress, l'alcool, le tabac, l'alimentation peuvent baisser la qualité et la mobilité des spermatozoïdes chez les hommes. Même s'ils n'ont pas de problème, il peut y avoir une moins bonne qualité du sperme. Donc, ça reste toujours bénéfique pour le partenaire de s'impliquer et de ne pas attendre qu'il y ait un problème, en fait. C'est vraiment ça le conseil que je donne. N'attendez pas parce qu'il y a ce qu'on appelle l'errance médicale. Et je pense que, bon, toi, tu l'as pas vécu pendant longtemps. Voilà. Moi, j'ai vécu pendant plus d'10 d'années. C'est de savoir qu'il y a un problème, d'aller voir un médecin, mais t'as pas de réponse. T'as pas de diagnostic. Te dis, c'est normal, prends la pilule. Quand tu auras des enfants, ça va passer. Te demande pas. Donc, tout ce temps-là aurait pu être utilisé 10 ans, pour traiter le problème. Donc, c'est ça l'errance médicale. Tu étais plus jeune. J'étais plus jeune. Il y en a qui découvrent ça plus tard, à 30 ans, 40 ans. À 35 ans, 40 ans, quand elles vont faire des examens, des bilans de fertilité, quand elles sont prêtes à tomber enceinte. Voilà. Donc là, on rajoute encore des années, l'horloge biologique, etc. Le stress se rajoute, la pression de l'entourage. Et donc, on a des femmes qui sont complètement en détresse. Ah mais oui, totalement. Émotionnel, les gens sont pas tendres avec. Ils sont pas tendres. On entend, il y a tellement de préjujés ou des petites phrases là qui on vient, on te dit non mais c'est quand tu fais le bébé, mais rien que cette phrase là, alors que tu sais pas ce que la femme, enfin le couple, la femme traverse pour avoir des enfants, c'est compliqué. Mais c'est ça, elle peut avoir vécu une fausse couche, ça peut être difficile, et même d'ailleurs en parlant des fausses couches, j'interpelle encore une fois de plus les hommes parce qu'un tiers des fausses couches est causée par la qualité du sperme. Mais on n'en parle pas. Mais ça, on n'en parle pas. Oui. On n'en parle pas. On dit qu'elle a un mauvais ventre. J'entends des trucs là, son ventre n'est pas bon, je sais pas quoi. C'est ça. Donc, un tiers, c'est l'homme, un tiers, c'est la femme, et l'autre, c'est inexpliqué. Ouais. Donc, ça vaut le coup de s'y mettre à deux. C'est ça. Oui. Et on arrive donc du coup, donc après que chacun a fait ses examens, qu'est-ce qu'on peut faire après quand on voit que c'est un peu compliqué? Donc, tu as dit naturellement, on peut faire des choses. Déjà, on combine. C'est ça que tu as dit. Oui. On combine médical et non, on combine pas. En fait, on combine dans le sens où il faut faire des examens, dans tous les cas. Qu'on prenne une voie naturelle ou pas, il faut avoir des examens. Parce que moi, quand j'accompagne des personnes, il faut que je sache ce qui se passe. Bien sûr. Donc, va faire tes examens, fais un bilan de fertilité, fais un bilan hormonal, échographie, tout. Je veux tous les résultats. À partir de ce moment-là, si vous choisissez la voie naturelle, on s'accompagne, je vous accompagne dans un programme de fertilité. On revoit l'alimentation, on intègre les plantes médicinales, on fait un programme aussi, tout ce qui est hygiène de vie. Vraiment, c'est un plan à suivre. Oui, c'est un plan, quoi. C'est un plan à suivre, c'est un plan de fertilité. C'est un projet, hein. C'est un projet. Bébé, c'est un projet. C'est un projet. Donc, on suit le projet, on fait des suivis, on suit, et puis, les résultats sont là. Parce que souvent, je disais projet, parce que souvent, dans ce parcours-là, pour avoir un bébé, surtout quand c'est difficile, il y a des hommes ou des femmes qui se plaignent parce que les rapports sont minutés. Par exemple, on va dire, oui, il faut avoir des rapports dans telle période, et c'est ça. Et souvent, certains se plaignent en disant, mais on a l'impression qu'on est des machines, on a l'impression que oui, c'est devenu un projet et qu'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le truc et tout. Et ça, comment on peut survivre à ça, j'ai envie de dire, faire en sorte que ça reste quand même un beau projet de bébé et pas seulement un truc tac, surtout quand c'est médicalisé. Oui, en fait, c'est ça, ça tue un peu l'amour. Ça tue l'amour, Ça tue l'amour. C'est pour ça qu'il faut revenir à la base. Un bébé, c'est quoi? C'est le fruit de l'amour entre deux personnes. Moi, c'est ce que je répète au couple à chaque fois. Je dis, oubliez tout le reste, là. C'est ça, à la base, c'est ça. C'est l'essentiel. Donc, vous pouvez suivre tous les programmes du monde, que ce soit naturel, médical, mais si entre vous, il n'y a pas cette harmonie, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a absolument rien qui va se passer. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler le couple. Il faut instaurer déjà ce climat de confiance, de complicité. On n'a pas besoin de minuter ses rapports sexuels. Il faut juste connaître sa fenêtre de fertilité. C'est ça. De savoir que oui, on peut faire l'amour n'importe quand dans le mois, mais de savoir que 5 à 6 jours dans le mois, on a des chances de concevoir. Donc, on maximise à cette période-là. On essaye, on se prépare pour cette période-là. On s'assure à être au même endroit. Il ne faut pas que monsieur voyage à ce moment-là et tout ça. C'est juste de l'organisation. Mais il ne faut pas de stress supplémentaire parce que déjà, le parcours en lui-même, c'est un stress. Bien sûr. Le fait de regarder chaque mois, est-ce que je vais avoir mes règles? Est-ce que je suis enceinte? C'est un stress. Donc ça, c'est le plus gros travail, je te dirais, que je fais avec les couples. C'est plutôt ça. Plus que les plantes, parce que ça, c'est juste de suivre ce qui est... Parce que c'est le psychologique, c'est tout part de là aussi. En parlant de psychologique, est-ce que toi, tu avais à l'époque participé à peut-être des groupes de parole, à des femmes qui traversaient ce que tu traversais? Et est-ce que tu le conseillerais à celles celles et ceux qui sont dans ce processus-là? Absolument, je conseille à 100%. À l'époque, je n'ai pas fait parce que ça n'existait pas.
Bien sûr. Mais au niveau de ma communauté, je l'ai créé, par exemple, pour les femmes que j'accompagne, les programmes, on a des groupes de femmes où elles se soutiennent, elles se partagent leurs recettes. Voilà ce que j'ai mangé ce matin. Les femmes qui ont le SOPK notamment, que je suis, on a un groupe et puis on se soutient. Voilà. Même si j'ai fini oui, les bébés. mais pour l'équilibre hormonal. C'est ça qui m'a plu quand tu au salon des mamans dans ta conférence, tu disais avoir un cycle régulier, c'est la base, c'est naturel, c'est un signe de santé. Absolument. Et depuis que tu as dit ça, c'est dans ma tête, je dis mais parce qu'au début, je disais, bon, j'ai fini mes enfants, j'ai pas besoin d'avoir un cycle régulier, c'est pas grave. Et là, depuis que tu as dit ça, j'ai dit non, ça, je veux avoir au moins un cycle régulier, c'est pas, au moins je sais, tu sais. Au moins je sais, etc. Jusqu'à ma ménopause. Ouais, c'est ça. Mais au moins, voilà, je crois que c'est vraiment important, c'est de garder ça en tête que c'est un signe de santé. C'est un signe de santé. C'est pas juste là pour nous emmerder chaque mois de saigner. Non, en fait, ça a une fonction derrière. Donc, si tu n'as pas tes règles, ça veut dire que tu n'ovules pas normalement. Si tu n'ovules pas, l'ovulation joue sur le système nerveux. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc la dépression, l'anxiété et tout ça par de là. Sur le sommeil, t'es nerveux, tu dors mal. Sur la santé des os. C'est pour ça qu'à la ménopause, on commence à avoir des problèmes articulaires des os parce qu'on n'ovule plus. Donc, l'ovulation joue aussi un rôle sur la santé des os, la santé du cœur. Tu vois donc, tout ça est lié. Il y a tellement de choses. Donc, on veut avoir ces règles chaque mois parce que ça joue un rôle plus global dans notre santé. Et donc, forcément, c'est des choses qu'on ne sait pas et il faut avoir des groupes de parole. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont aussi positifs parce qu'on parle tout le temps, de désinformation et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on apprend. Énormément. Voilà. Il y a des femmes qui ne savaient pas, si elles n'avaient pas eu accès aux réseaux sociaux, elles n'auraient pas su que ce que je vis, en fait, je suis pas la seule à le vivre et c'est un problème. Et c'est ça, parce qu'on parlait du sommeil ou on dort beaucoup, c'est un des symptômes des SOPK. Une femme, elle se dit, mais attends, mais pourquoi ça peut l'empêcher même de travailler? Mais oui, il y a des femmes qui perdent tout le temps leur boulot à cause de ça. À cause de ça. Parce qu'elles sont hyper fatiguées. Moi, j'en ai plusieurs femmes que j'accompagne, donc c'est handicapant dans le quotidien. Totalement. Donc là, il n'est plus question de fertilité. Là, on parle vraiment de la qualité de vie. Et il faut justement libérer la parole. C'est pour ça que moi, j'en parle. C'était tabou avant, mais maintenant, j'en parle. Et quand on en parle, on se rend compte que dans sa famille, il y a d'autres personnes qui vivaient ça. Il y en a énormément. Mais là, c'est pas le sujet aujourd'hui de l'endométriose. Ça sera le sujet d'un autre podcast. Mais l'endométriose, ça existe. Il y en a énormément, surtout dans notre population africaine. Et c'est un gros problème, justement, pour ces dames qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais quand on n'est pas éduqué sur la question, tout revient à cette question d'éducation, de libérer la parole là-dessus, de s'informer pour pouvoir mieux agir. Et encore plus informer le plus tôt possible. Les adolescentes doivent être informées. En fait, c'est ça. Moi, c'est ça mon combat. De pouvoir enseigner aux adolescents dès les premières règles. Tu dois comprendre ces choses-là. C'est ça. Parce que quand tu les comprends, on aurait évité tout ce que nous, on a vécu, tu vois, vingtaine, trentaine, et que des femmes vivent toujours là, dans la quarantaine, à cause de choses qui auraient pu être évitées 20 ans auparavant, si on avait eu l'information. Donc, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir éduquer. Quand on est maman, de pouvoir transmettre ça à nos enfants le plus tôt possible. Parce que c'est pas tabou, c'est nous qui créons le tabou. Bien sûr. Ben, c'est ça. Ben, à l'époque, nos parents nous parlaient pas. Ils nous parlaient pas. Même des règles, je veux dire, les règles, même, c'était tabou, même à l'époque. Voilà. Maintenant, on en parle. Et même encore, j'ai vu des campagnes, justement, sur les histoires de règles, qui restent souvent, tu te tâches, c'est tabou. C'est ça. Comme ça. J'ai vu des publicités là-dessus. Mais bon, effectivement, c'est à nous, on va dire celles qui sont passées par là qui avons vécu tout ça, de pouvoir en parler un maximum de personnes, et comme tu dis, surtout les plus jeunes. Les plus jeunes. Et je pense que ça prend aussi une volonté politique. Dans le sens où ça devrait être des campagnes de sensibilisation dans les écoles. Oui, parce qu'en SVT, là, en sciences de la Terre, là, on nous apprend la reproduction. C'est tout. Il faut aller au fond. Il faut parler aux jeunes adolescentes, jeunes adolescents aussi, les signes avant-coureurs. C'est pas normal d'avoir des règles douloureuses. Moi, personne ne me l'a dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire que quelque chose ne va pas bien. C'est pas normal que tu aies des règles douloureuses qui t'empêchent d'aller à l'école, ou des règles hyper abondantes que tu doives te changer à chaque heure. C'est pas normal. Donc ça, si personne ne nous le dit, que personne dans notre entourage, notre famille, même à l'école, on ne le dit pas, on grandit. On n'a pas le réflexe d'aller voir un gynéco. Parfois même, c'est hors de prix pour certaines qui n'ont pas la capacité financière d'aller le faire. Mais si elles n'ont pas l'information, on se retrouve avec les mêmes problématiques, fibromes, qui étaient là depuis longtemps, mais qu'on n'a pas su diagnostiquer, SOPK, etc. Donc, on parle d'enjeux de santé publique. C'est pour ça que mon combat, il va plus loin que ça, en fait. C'est, éduquons-nous, mais je veux pas que d'autres femmes aient à traverser ce que j'ai traversé. Exactement. Donc, je veux que, dès les premières règles,
tu sois informé. Tu sois informé. C'est pas tabou. On parle du cycle. On parle même pas de reproduction avec le cycle. C'est ça. Basique, on parle de cycle. La base, c'est ton corps. Apprendre à connaître ton corps, tu vois. Et là, on aura vraiment une génération vraiment enracinée, qui est consciente de son corps, qui va faire des meilleurs choix, des choix éclairés. Ouais, effectivement. C'est ça, des choix éclairés. On va aussi éviter les grossesses précoces et tout, parce que la dame, parce qu'elle connaît rien sur... Oui, c'est ça, voilà. Effectivement. C'est ça. Tu vois, donc c'est beaucoup plus global que ça. Donc moi, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que... c'est un très bon combat et que je partage, et que vraiment, c'est pour ça que je tenais à ce que tu sois là aussi. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un conseil pour ces femmes, ces couples qui souhaitent avoir cet enfant, ce désir d'enfant, que c'est un peu compliqué? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dirais en premier lieu d'être à l'écoute de leur corps. En particulier les femmes, nous sommes les experts de notre corps. Personne ne connaît ton corps mieux que toi-même. Pas même un professionnel. Donc, soyons à l'écoute de notre corps. Et pour les couples dont c'est le désir, ne perdez pas espoir. Parce que l'espoir existe. Si moi, j'ai pu... oui, j'en suis la preuve vivante. J'ai pu y arriver, j'ai pu traverser tout ça. Je pense qu'il y a de l'espoir, de ne pas baisser les bras. De s'entourer aussi de personnes qui ont traversé ça. Oui. Parce que ça nous montre que c'est possible. C'est possible de s'entourer des bons professionnels. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir un médecin gynéco vraiment fiable autour de soi, d'avoir un psychologue. Oui. Très important d'avoir un psychologue, très important, parce que ça peut être difficile à naviguer justement émotionnellement, les enjeux de fertilité. Dans le couple. C'est ça, dans le couple et social. Comme tu le dis, c'est un gros enjeu, donc il faut avoir du soutien. C'est pas tabou, c'est bon pour vous. Donc n'hésitez pas. Tout ce qui est naturel, donc naturopathe, herboriste, je suis là pour vous accompagner, vous guider. C'est ça. Si vous avez un coach fitness qui peut vous accompagner dans vos exercices, oui. Donc en fait, c'est vraiment une prise en charge holistique. C'est ça. C'est ça. C'est le tout. C'est tous les aspects de vous entourer pour pouvoir mener à bien ce projet, et de ne pas oublier, comme on le disait, que un bébé, c'est le fruit de l'amour entre deux personnes. Et qu'il va arriver dans le temps opportun. Donc, de garder cet espoir et vraiment de ne pas hésiter à s'informer, s'éduquer, à frapper à des portes, à demander conseil à des professionnels, parce que c'est avec l'information qu'on peut prendre les bonnes décisions. C'est une très belle conclusion, mais j'ai toujours une petite question à la fin. C'est une question, c'est plus un petit message que tu aimerais adresser à tes enfants, à tes deux petites princesses que tu as eu avec tellement avec tout ce que tu as pu faire. Hein, c'est un long parcours, mais tu as quand même elles sont là. Donc un petit message pour se terminer. Alors, je dirais à mes petites chéries que j'appelle mes bébés miracles, Anne et Ellie, quelles sont la raison pour laquelle je fais ce que je fais, et quels sont le déclencheur aussi du bonheur d'autres personnes, parce qu'à travers elles, on parle de plus de 350 femmes qui ont eu des enfants, des bébés miracles aussi, avec mon accompagnement, et j'espère que plus tard, elles en seront fières. Elles le sont déjà, et surtout qu'elles retiendront tout ce que je leur enseigne pour le transmettre aux générations après moi. C'est super, on les embrasse très fort. Merci beaucoup, Andrea. Merci, Délali. Merci beaucoup.